Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e épisode de notre saga de webinaire consacré au thème du numérique responsable. Pour ceux qui étaient déjà présents à nos côtés fin novembre, merci de retenter l'expérience aujourd'hui avec nous. On va donc s'attaquer à ce thème très attendu qui est la mesure, avec le sujet donc suivant, le défi de la mesure dans une démarche numérique responsable. Quoi mesurer, comment et pourquoi faire? On sait que c'est un sujet qui suscite de l'intérêt et qui pose aussi énormément de questions. C'est assez complexe. On va essayer de répondre à toutes vos interrogations de la manière la plus précise possible. Et avant d'amorcer ce webinaire, je vais passer la parole à nos experts pour qui se présentent à vous. Denis, si tu veux démarrer. Oui, donc Denis Didier, j'accompagne les clients sur les démarches numériques responsables pour les propager et les mettre en place, et aussi bien sûr en interne pour nos propres collaborateurs. Arnaud, je te laisse la suite. Bonjour à tous, donc moi je suis Arnaud Pigné, je suis responsable des activités de conseil et de formation au sein du groupe ISIA. Et bonjour à tous, je suis Jean-François Capla, co-dirigeant du groupe ISIA, et j'ai le plaisir de porter les sujets du numérique responsable, notamment avec Arnaud, avec Denis, aussi bien sur des démarches internes qu'à l'externe pour nos clients. Bon, merci à vous. Donc, on va repasser ensemble, si vous le voulez bien, le plan, enfin le programme de ce qui nous attend. Donc, on va d'abord regarder qu'est-ce qu'on peut concrètement mesurer dans une démarche numérique responsable et comment le faire. On poursuivra ensuite sur les écueils classiques qu'on peut avoir dans une démarche de mesure, comment les éviter ou les surmonter. On fera un focus aussi important sur l'aspect donc stratégie et l'intelligence collective pour soutenir cette démarche. Et on verra ensuite comment choisir l'outil de mesure le plus adapté en fonction de vos enjeux, de votre stratégie avec des exemples précis. On vous présentera donc 2 cas clients à nous, les résultats qui ont été obtenus sur les accompagnements, et on terminera ensuite avec une conclusion et on vous expliquera comment nos équipes peuvent vous accompagner sur ce sujet. On prendra aussi 5 minutes en fin de webinaire pour répondre à vos éventuelles questions, donc n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions dédiées. Vous pouvez aussi tout à fait interagir au fil de l'eau sur le chat, donc on a un onglet chat également sur lequel vous pouvez poster des messages. Avant de passer dans le vif du sujet, on vous propose un petit sondage, histoire d'en savoir plus sur votre avis sur ce sujet de la mesure. Donc, je vais le publier. Donc, il va s'afficher sur votre écran pour faire disparaître la fenêtre. Donc, il vous suffit de répondre. Pour vous, la mesure, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours intéressant pour nous de voir quel est votre niveau de maturité sur le sujet, pour voir ce que votre organisation a déjà engagé sur ce thème de la mesure. Ok. Si c'est bon pour tout le monde, on peut commencer. Ok, je vais commencer. Alors, quand on parle de la mesure, il y a un adage qui revient souvent et que vous avez certainement entendu, qui est que on ne pilote bien que ce que l'on mesure. Donc ça, c'est une pensée, c'est un principe qui vient se poser assez naturellement dans nos cerveaux d'ingénieurs, des cerveaux cartésiens, cerveaux qui sont rassurés par la présence de chiffres pour pouvoir piloter et contrôler. Alors, la conséquence de ça, et ce qu'on rencontre souvent, c'est que la recherche d'une mesure précise, ça devient une finalité en soi. C'est souvent ce qu'on constate, et que ça devient un préalable pour beaucoup d'organisations qui vont dépenser du temps, qui vont dépenser des budgets, de l'énergie pour aller chercher des mesures parfois très précises avant même de commencer à agir. Alors, il y a un paradoxe, c'est que une fois que ces organisations, elles ont leurs mesures, leurs chiffres, parfois elles savent pas très bien comment les interpréter, ni quoi en faire, parce qu'elles n'ont pas toujours les compétences ni les savoirs pour ça. Alors nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un petit peu le contre-pied de cette tendance, avec une position un peu iconoclaste, par rapport à cette idée de faire de la mesure l'alpha et l'oméga d'une démarche NR. Alors notre parti pris, et on l'assume, c'est qu'on peut agir efficacement sans forcément aller chercher des éléments de mesure spécifiques très très précis, du moins pas au début, et que parfois des simples repères que nous ISIA on peut vous donner ou que vous pouvez trouver dans la littérature,
des repères qui sont accessibles peuvent suffire pour engager des actions. Et je vais prendre un exemple concret. Si je dois faire un déplacement, par exemple, entre Lyon et Paris, dans une démarche de réduction des impacts environnementaux, est-ce que je prends ma voiture ou je prends le TGV? Mais j'ai pas besoin de faire une ACD complète, j'ai pas besoin de connaître l'empreinte carbone exacte liée à la construction et à l'utilisation de mon véhicule ou de ma rame TGV pour pouvoir faire mon choix. Évidemment, je vais prendre le TGV. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas forcément on n'a pas besoin d'avoir des éléments très très précis pour actionner des leviers efficaces. Et ce qui est vrai pour la mobilité, c'est vrai aussi pour le numérique, parce que l'enjeu, c'est de réduire les impacts de notre numérique dans nos organisations et d'inverser une tendance qui est pas soutenable. Et pour ça, ça va nous obliger à penser et à faire différemment. Et pour ça, il y a des solutions finalement assez simples et actionnables, en se reconnectant, par exemple, à des fondamentaux de qualité et de sobriété. Alors moi, j'ai appris ça en école d'ingénieur il y a une trentaine d'années, où on apprenait à faire des algorithmes optimisés à une époque où finalement les équipements, la mémoire, les espaces de stockage, ils étaient limités et ils coûtaient cher. Et il y a une autre piste qui est souvent ignorée et qu'on oublie parfois, c'est que on a aussi dans nos organisations des outils qui sont déjà en place, qu'on utilise, pas spécifiquement pour le NR, mais qui permettent de monitorer nos services et de superviser la performance de nos SI. Et ces outils, ils peuvent être très parlants et être utilisés dans le cadre d'une démarche numérique responsable. Et je laisserai Denis, notre expert, développer ce point un peu plus loin. Donc tout ça pour dire qu'on peut orienter des actions et faire des choix efficaces en termes de réduction d'empreinte en prenant appui sur ce qu'on a déjà et sur ce qu'on sait déjà. Et c'est des choses qu'on a parfois tendance à oublier, à ignorer, parce que quand on parle de numérique responsable, le numérique responsable, c'est avant tout du numérique. Et pour ça, on a déjà des connaissances, on a des outils qu'on peut exploiter, mobiliser pour les mettre au service de ce qu'on poursuit, c'est-à-dire la réduction d'empreinte. Donc le sujet, c'est celui de réduire les impacts. Et pour les réduire, c'est important quand même de comprendre où ils se situent et les liens qui existent entre les différentes couches qu'on a représentées dans ce slide. Si on remonte sur la chaîne qui conduit à ces impacts, alors en amont, on a des utilisateurs. Ces utilisateurs, ils ont des besoins ou des envies. Et ces besoins et ces envies, on va y répondre en mettant en place des services numériques. Alors ces services en tant que tels, ils sont immatériels, ils n'ont pas de traduction physique. Par contre, il va falloir évidemment des équipements, des postes utilisateurs, des équipements réseau, des serveurs, mais aussi de l'énergie pour les utiliser. Jusqu'à la phase de décommissionnement, de fin de vie, quand on pense évidemment à les décommissionner, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, des impacts donc qui se situent pas directement au niveau des logiciels, mais vraiment au niveau des équipements, et des impacts qu'on va retrouver là au niveau des équipements sur tout le cycle de vie, lors de la phase de fabrication où on a le plus gros des impacts, mais aussi lors de la phase d'utilisation et de fin de vie. Et que ce soit en termes de consommation d'énergie, que ce soit en termes de consommation d'eau ou d'épuisement de ressources. Et donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, c'est que c'est cette cascade entre d'un côté les usages, les logiciels qu'on va utiliser et la couche matérielle qui génère ces impacts directement en lien avec la consommation de ressources. Alors, pour réduire l'empreinte du numérique, on va pouvoir donc de fait agir à plusieurs niveaux. Alors, ça peut être directement sur la couche rose, la couche des équipements, et c'est peut-être là le plus simple, ou un des leviers les plus simples, et par là qu'on peut commencer, en faisant par exemple le choix d'utiliser des équipements reconditionnés, en faisant le choix d'un hébergeur éco-responsable. Donc, on a aussi l'allongement de la durée de vie des équipements qui peut être un levier. Mais on va pouvoir aussi travailler sur les couches amont en intervenant directement sur la couche logicielle, en cherchant par exemple à alléger le poids des pages ou à réduire le volume des datas qu'on va utiliser, ou bien encore plus haut, plus en amont, en travaillant directement sur les usages, en ciblant les fonctionnalités qui vont être vraiment porteuses d'une vraie valeur et qui seront réellement utiles pour l'utilisateur. Et pour ces deux derniers leviers, on a une approche qui est maintenant bien connue, qui est l'éco-conception, où on va chercher à développer des logiciels plus sobres, qui vont adresser des besoins essentiels, avec des services utiles, utilisables et utilisés, c'est les 3 U, qui vont de fait demander moins de matériel,
et ça se traduit par des impacts environnementaux moindres de fait. Voilà, donc pour l'éco-conception, on a fait un webinar dans la saga, n'hésitez pas à le regarder si vous le souhaitez. Voilà, donc on a vu qu'il y avait 3 grands leviers, et maintenant si on regarde les éléments sur lesquels on peut aller chercher de la mesure, on voit qu'ils sont finalement assez nombreux. On les a représentés ici avec un bel arc-en-ciel, en mettant en perspective des couches auxquelles on peut les associer, dont j'ai parlé juste avant, c'est les usages et services et les équipements. Et c'est évident qu'on ne va pas pouvoir actionner tous ces leviers en même temps, et qu'on ne va pas non plus pouvoir placer les curseurs au maximum pour tous ces strates. Donc, ça va être important d'adapter ce qu'on va aller chercher à mesurer en fonction des leviers qu'on va pouvoir et vouloir actionner. Et tout ça, ça va dépendre évidemment d'une stratégie qui va être variable d'une organisation à une autre. Donc, va se poser la question vraiment des éléments sur lesquels je cherche à travailler. Alors, ça peut être les usages, parce que je soupçonne que j'ai une bonne partie de mes services numériques qui sont développés, qui ne sont pas ou peu utilisés. Donc, des services qui répondent à des envies plus qu'à des besoins. Là, je vais pouvoir vraiment travailler sur les usages. Ça peut être aussi plutôt sur l'ensemble des services numériques, parce que je soupçonne qu'il y a énormément de gras numériques dans mes applications. Donc là, je vais pouvoir travailler effectivement sur les services numériques, ou sur une application en particulier, parce que je sais qu'elle consomme l'essentiel de mes data et de mon temps CPU. Voilà. Et puis ça peut être enfin sur la partie infra dans son ensemble, parce que dans mon organisation, on utilise des équipements systématiquement neufs avec une durée de vie qui dépasse pas 18 mois. Donc la réponse à cette question est vraiment importante, parce qu'il n'y a pas d'outil miracle qui est capable de faire de la mesure sur l'ensemble de ces strates. On aimerait bien, mais ça n'existe pas. Donc on a des outils qui peuvent donner des éléments de mesure efficaces, mais que sur une partie de ces strates et pas sur l'ensemble. Voilà. Donc répondre à la question de ce qu'on veut mesurer va nécessairement nous orienter vers un outil plutôt que vers un autre. Donc on a parlé du quoi. Et il y a une question aussi qui va être importante, c'est le pourquoi et celle de l'ambition. Si je souhaite effectivement améliorer l'empreinte environnementale juste de mon site web pour montrer que je fais des choses à l'externe, les leviers et la mesure que je vais effectuer ne sera pas du tout la même que si j'ai une démarche un peu plus ambitieuse et plus structurante qui viserait à réduire l'empreinte carbone de mon système d'information de manière durable. Voilà. Et donc, ça fait le lien avec le sondage suivant, qui est finalement la priorité associée au sujet de la mesure pour votre organisation. Donc, on vous remercie de répondre à ce sondage et je vais laisser la parole à Denis qui va compléter tout ça. Oui, avec plaisir. Alors, on va parler un petit peu de l'usage de la mesure et de sa position. Alors, on a vu qu'il y avait des cycles de vie pour du logiciel, pour du matériel. Eh bien, il y a à peu près les mêmes genres d'enjeux autour de la mesure. Et une même donnée de mesure ne va pas toujours avoir la même portée suivant le moment et l'objectif que l'on lui donne. Elle peut tout d'abord servir de point de référence pour savoir où on en est, avoir un état des lieux, un bilan, une situation initiale. Et c'est souvent indispensable et associé à une évaluation de maturité pour savoir où on se situe et quelle est notre capacité à agir. Et pourtant, c'est les chiffres que l'on va ressortir de ces aspects de mesure ne vont pas être suffisants pour orienter toute la démarche. Il faut vraiment que ces éléments, comme Jean-François l'a évoqué précédemment, viennent s'inscrire dans une vision globale qui sera impactante pour améliorer et orienter la trajectoire. L'autre point de mesure et l'autre élément du cycle de mesure, c'est de pouvoir s'inscrire dans une démarche de suivi de progression. Et là, l'objectif, c'est bien d'accompagner les progrès, de décliner un plan d'action, de le soutenir, de participer à la transition vers une démarche numérique responsable et de suivre ces éléments de progression.
Alors, ça va nous donner des indicateurs qui peuvent être très mobiles dans le temps, et il va falloir faire attention aussi aux réactions, alors on les a appelées réactions minutes, qui peuvent être totalement contre-productives. Je vais juste prendre un exemple d'illustration. Si l'un des chiffres que vous récupérez vous indique que dans une de vos équipes, les réunions Teams concentrent la majorité des enjeux et des impacts, quelle va être la décision? Est-ce qu'il faut arrêter Teams? C'est sans doute pas la bonne démarche par rapport à une vision et une stratégie globale. Donc, l'interprétation de ces éléments, de ces chiffres, va aussi devoir être mis en perspective pour garantir justement que l'on va dans une démarche cohérente dans le temps. La mise en œuvre d'une démarche de mesure, en fait, c'est quelque chose de relativement simple. On a des bases normatives, on a des socles de référence scientifiques. Les éditeurs, au travers de leurs outils, vont aller utiliser ces ressources-là et vont nous permettre de collecter des données. Parfois, la démarche peut conduire aussi à une recherche de précision qui peut paraître un petit peu excessive, donc il va falloir aussi l'encadrer. Mais une fois qu'on a déployé ces outils, on va avoir des résultats de mesure, on va avoir des métriques. Ces résultats, on les a grâce à de l'investissement, que ce soit des coûts, des charges internes. Mais la principale question, et c'est ce que Jean-François a évoqué aussi précédemment, c'est qu'est-ce que l'on est en mesure de faire et quelle est la valeur stratégique de tous ces indicateurs? Est-ce qu'on est en capacité de les traiter, d'en faire quelque chose et de pouvoir les réutiliser? Donc cette démarche de question de la valeur stratégique, elle ne doit pas arriver en fin. Et c'est un petit peu le parti pris que l'on a de notre côté et que l'on veut vous présenter. C'est plutôt d'inverser la démarche et de dire on va déterminer les ressources que l'on est prêt à allouer pour ces recherches de mesures. On va les inscrire dans la démarche de stratégie globale et pour chacun de ces points stratégiques, on va aller chercher au travers d'itérations uniquement les points de mesure qui vont nous permettre d'alimenter cette stratégie. Et là, les éditeurs de solutions et d'outils vont nous apporter ces éléments. Donc, plutôt que d'avoir plein de chiffres, on va se focaliser dans un premier temps sur une démarche itérative qui va nous permettre à la fois de faire progresser nos pratiques et d'avoir bien sûr une meilleure vision au fur et à mesure de nos éléments. Une autre question qui va se poser assez régulièrement, on a vu qu'il y avait tout un ensemble de corpus de données qui viennent soutenir ces outils de mesure, et la question revient assez régulièrement sur la fiabilité de ces mesures d'impact en fonction des sources de données. On a plein de sources de données qui sont variées, qui évoluent de façon permanente et qui sont pas toujours complètement alignées. Et parmi ces sources de données, bien il y a les éléments de référence qui sont fournis par l'ADEME, par la base empreinte ou la base impact maintenant, et des données constructeurs qui proviennent d'ACV que les constructeurs mettent à disposition. Et on a aussi un acteur important dans cet écosystème, dans l'écosystème français, c'est Boavista, qui consolide un petit peu tous ces éléments et nous permet d'avoir une démarche et une vision un petit peu plus globale pour aligner et agréger ces différentes sources d'informations. Mais on a quand même des différences assez sensibles entre un serveur qui est donné à 600 kg de CO2 par la base ADEME et une donnée constructeur pour un serveur chez Dell qui expose à peu près 8 tonnes de CO2, tout compris. Le positionnement n'est pas toujours clairement évident et le choix des sources de données, le choix des éléments va être extrêmement déterminant.
Et on a aussi certains éditeurs qui nous proposent des outils, des études pour avoir des évaluations d'impact. On pourrait citer les GreenSpector qui a fourni une étude sur les systèmes de visioconférence et la comparaison des systèmes de visioconférence, qui est aussi tout à fait légitime pour ces éléments. Donc ces éléments, on voit bien qu'ils viennent se mettre en place et qu'on a un besoin d'alignement avec une stratégie dont va vous parler Arnaud. Merci Denis. Effectivement, moi le point sur lequel on souhaitait revenir et dans la continuité de ce que vous évoquiez, c'est effectivement l'importance d'une stratégie dans la définition des ressources qu'on va allouer à un projet de transition. Et finalement, la question d'une stratégie numérique responsable va tourner beaucoup autour de l'enjeu du bon usage des ressources. Comme on le dit souvent, enfin moi j'ai souvent cette expression-là de l'adage du retour du bon sens paysan avec le numérique responsable et avec l'idée derrière le numérique responsable de finalement assez simplement de faire mieux avec moins. Quand on rentre dans une stratégie de réduction de ces impacts du numérique, on va avoir à arbitrer et à allouer des ressources. Et les ressources, en schématisant un petit peu à l'échelle d'une organisation, on peut considérer qu'il y a 3 typologies de ressources essentielles sur lesquelles on va devoir intervenir. Il y a la question des équipes et donc de quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir déployer une démarche. Il y a la question du temps qu'on va mobiliser dans l'organisation pour pouvoir penser, concevoir une démarche et puis l'appliquer. Et puis il y a la question des budgets et des euros qu'on va dépenser et allouer à ces investissements-là. Finalement, quand on revient à l'essentiel, la question d'une stratégie numérique responsable et des moyens qu'on va se doter, c'est une question d'allocation de nos moyens et de nos ressources entre des actions qui vont avoir un impact direct de réduction de nos impacts numériques, à la fois sur la dimension sociétale et sur la dimension environnementale, mais également une allocation plutôt sur des éléments de mesure qui vont nous permettre de pouvoir, sur certains niveaux d'amélioration de la performance environnementale du numérique, être nécessaire pour pouvoir aller là où on veut, c'est-à-dire sur une réduction maximum des impacts du numérique. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on rentre dans une démarche numérique responsable à l'échelle d'une organisation? On va chercher essentiellement à avancer dans un univers qui est complexe et incertain. Ce qu'évoquait tout à l'heure Denis, la complexité aujourd'hui des éléments techniques de mesure, l'incertitude qui peut, même si c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas peser sur l'état de l'art et sur la qualification des données qu'on utilise pour pouvoir réaliser ces mesures-là. Et puis globalement, on le sait tous aujourd'hui, acteurs du numérique responsable, on avance, Jean-François évoquait la question de l'éco-conception, on avance encore sur des sujets où la complexité et des éléments de réponse sont sans doute pas encore tous bien stabilisés. Néanmoins, l'enjeu dans cette complexité-là, ça va être d'arriver à mobiliser et à engager un collectif autour de cette transformation numérique responsable. Et le collectif, pour ceux qui sont allés jusqu'à des éléments d'éco-conception, le savent bien, la question de l'engagement dans une organisation, c'est un engagement qui doit aller des fonctions commerciales ou en tout cas des fonctions qui sont au contact de vos clients et de transversaliser ça et de systématiser ça avec l'ensemble des équipes techniques qui derrière viennent au support de ces équipes front office. Et puis finalement, l'enjeu final est quand même de pouvoir, à travers cette direction, à travers cette mobilisation des énergies, va être de fondamentalement transformer l'organisation pour pouvoir changer les usages. Et là, on en revient aux effets cascades qu'expliquait Jean-François. Si on commence par traiter les usages, par effet de cascade, on va être capable de pouvoir traiter des enjeux autour du logiciel et puis, in fine, des équipements. Et quel est le parti pris qu'on a, nous, en matière de mobilisation d'une organisation, d'engagement des collaborateurs et de création d'une vision commune qui nous semble être le point de départ essentiel pour pouvoir construire une trajectoire, c'est vraiment de mobiliser l'intelligence collective. Nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mobilisé dans notre transformation interne, mais qu'on utilise aussi beaucoup auprès des clients, avec les clients qu'on accompagne. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'intelligence collective, elle vraiment constitue ce moteur et ce levier qui permet vraiment de travailler à un changement de l'organisation et fondamentalement derrière au changement culturel qu'impose le déploiement et l'implémentation d'une démarche numérique responsable. Quand on parlait tout à l'heure d'allocation entre des moyens d'action et puis des moyens de mesure qui indirectement contribuent quand même au pilotage des actions, néanmoins, et quand on réfléchit à la question
quand nos clients nous posent la question de se dire quand est-ce que je dois déployer des moyens et des ressources pour pouvoir mesurer, on a tendance généralement à leur dire qu'en réalité, il y a quand même, un peu à l'image de la loi de Pareto, il y a quand même une bonne partie des éléments aujourd'hui sur laquelle il y a une forme de consensus au sein de l'écosystème pour considérer que il y a quelque part ce qu'on a appelé des bonnes recettes de grand-mère. Il y a un certain nombre d'actions dont on sait d'ores et déjà aujourd'hui et sur laquelle il y a très peu de débats, que quand on les met en œuvre, on va contribuer directement à une réduction significative de son impact. Quand on parle aujourd'hui de sujets autour de la politique de gestion des équipements, quand on va parler de politique d'infrastructure, quand on va parler de politique de data, et qu'on va venir travailler sur des éléments comme l'évoquait tout à l'heure Jean-François, sur l'allongement de la durée de vie des équipements, par exemple, sur l'augmentation du taux de matériel reconditionné, on sait qu'on a un impact direct et très fort sur la réduction de l'impact environnemental. Et on n'a pas besoin d'éléments de mesure à ce stade-là pour une organisation qui commencerait forcément pour pouvoir directement aller chercher une réduction de nos impacts. Puisque finalement, qu'est-ce que c'est que le numérique responsable et comment on s'y prend pour pouvoir globalement, là, on est plutôt dans une dynamique d'éco-conception, c'est-à-dire qu'on arrive plutôt dans la pyramide des besoins, plutôt sur des besoins finaux. Comment on va procéder pour pouvoir réduire l'impact sociétal et environnemental du numérique? On va procéder de manière très simple, on en revient à ce bon sens paysan initial qu'on évoquait, mais on va chercher à réduire systématiquement l'ensemble des volumes de données qui sont consommées en input, l'ensemble des données qui vont être produites en output, l'ensemble des éléments qui sont constitutifs d'un service numérique. On va venir réduire directement l'ensemble des volumes. On va travailler à l'augmentation de la pertinence des services numériques qu'on va travailler, c'est-à-dire au regard d'un objectif et d'un usage donné. Est-ce que le service numérique que j'ai développé répond bien aux besoins que j'avais clairement identifiés en amont? On va travailler sur des enjeux d'efficience. Et d'efficience, là, on va être vraiment sur la qualité. On en revient aussi à la question tout à l'heure, sur la convergence ou en tout cas le retour de mode des éléments de qualité web autour et leur convergence avec le numérique responsable. Oui, il faut travailler à l'efficience des services numériques et faire en sorte qu'un service numérique, quand il tourne, il n'y a pas de perte d'efficience en ligne et qu'on est bien directement en lien avec l'usage qu'on a souhaité adresser. On va travailler naturellement à la durabilité. Je n'ai pas non plus besoin de rentrer beaucoup dans le détail, mais vous connaissez tous aujourd'hui les limites qui existent en matière de durée de vie des services numériques et des équipements. Il y a un sujet sur l'augmentation de la durabilité de l'ensemble de ces éléments-là et on y travaille directement à travers notamment des enjeux d'éco-conception où on va pour les logiciels, vraiment travailler à l'allongement de leur durée de vie. Et puis, in fine, le dernier élément, c'est effectivement, on est un peu dans la tarte à la crème, on va chercher à réduire les déchets applicatifs, les déchets de données, les déchets des équipements. En tout cas, tout ce qui, dans le processus de conception et de production, à un moment donné, est mis au rebut et sur laquelle, finalement, on n'a plus d'enjeu à les conserver. Merci. Non, je vais prendre la suite. Alors, dans la section précédente, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé d'outils, de métriques, mais on souhaitait vraiment insister sur le fait qu'une démarche de mesure doit s'aligner sur une stratégie et embarque aussi des aspects culturels importants et qu'il faut pas négliger et sur lequel on voulait vraiment insister. Mais il y a pourtant bien un moment où la collecte de mesures va être indispensable, va nous permettre de soutenir, d'argumenter une feuille de route. Il va falloir se poser la question sur le choix des outils et quelle est la démarche que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc les premiers éléments, si vous vous rappelez l'arc-en-ciel en quart de cercle que Jean-François vous a présenté précédemment, eh bien il va falloir commencer à regarder quel est le périmètre sur lequel on a besoin d'aller chercher des métriques et qui vont justement soutenir cette stratégie. Et à partir de ces éléments, on va commencer à prioriser les éléments du périmètre sur lequel on est à la fois en meilleure capacité d'agir et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Ça va nous donner un panorama d'outils qui remplissent ou pas ces différentes exigences et on va affiner la sélection
du ou des outils que l'on va assembler pour pouvoir nous fournir toutes ces métriques. Et dans la démarche globale, il y a un point à pas oublier, c'est que il faut s'assurer que tout ce qu'on va consacrer comme éléments et comme ressources pour aller chercher ces outils ne va pas gréver, impacter notre capacité aussi à déployer ces éléments pour aller vers de l'amélioration. Alors, on vous a proposé quelques cas d'usage typiques qui sont tous structurés de la même manière. Ce que je veux faire, ce que je peux utiliser comme ressource et qu'est-ce que ça peut représenter en temps et en budget. Première étape, je veux savoir où j'en suis. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Il y a des outils, on va dire, avec une portée un petit peu générique. Il y a bien sûr le winner de l'INR. Il y a un outil interne qu'on a déployé qui s'appelle le GHG Tool, qu'on vous présentera un peu plus tard. Il y a des ressources disponibles sur Boavista. On peut aller chercher aussi des audits de maturité pour savoir où on en est. Ça, c'est on va dire des opérations qui se mesurent en quelques journées. On n'est pas sur des délais très longs. Deuxième cas d'usage, on a fait ce premier élément et on veut améliorer nos pratiques. Et dans cette démarche, on va pouvoir aller chercher de l'amélioration sur la démarche d'éco-conception. Pour ça, il y a des outils de formation, des référentiels disponibles. Et on va pouvoir aussi aller chercher des métriques de qualité. J'ai vu une question sur la convergence entre la qualité de l'IT et l'ENR et on est typiquement dedans en allant utiliser des ressources comme SonarCube et des plugins NR, des éléments pour aller chercher des métriques sur les serveurs avec Power API. Et ça, effectivement, c'est des sujets qui sont un petit peu plus long terme et avec des budgets un petit peu plus conséquents aussi pour mettre en œuvre tous ces éléments. Troisième cas d'usage que l'on veut vous présenter, c'est je veux avoir une vision de l'impact de mes activités. Et dans ces démarches-là, si on est sur on va dire des sites web ou des applis mobiles, eh bien, il y a un certain nombre d'outils simples qu'on peut utiliser. Il y a l'outil historique EcoIndex, Carbon Analyzer qui est issu des travaux du Shift Project, des éléments proposés par Green Spectre pour les applis mobiles. Pour les applications web, on va plutôt être sur des outils web. On a cité Frugger, mais il y a des points d'interrogation, c'est tous ceux qu'on n'a pas pu citer derrière. Pour les infrastructures, ça va plutôt être des outils comme Soft, EasyVert, Scaphandre qui vont nous donner ces éléments. Les budgets et les délais sont là plutôt centrés sur quelques semaines. Et bien sûr, dans une démarche numérique responsable, on a vu que le numérique responsable, c'est avant tout du numérique. Donc, tout ce qu'on sait faire et tous les progrès qu'on a fait dans la construction numérique, notamment avec le DevOps, on peut lui donner une coloration numérique responsable, une coloration NR. On va parler de DevOps NR. Et dans chacune des étapes du DevOps, on a effectivement des outils qui sont disponibles. Je vais juste en citer un. On a tous sur nos infrastructures techniques des outils qui nous permettent de savoir si je dépasse pas le seuil de 80% de CPU sur mes serveurs. Ça, c'est des Nagios, des Centrion que l'on utilise pour ça. Si on utilise cet outil en lui donnant une vision NR, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, on va mettre des triggers en disant sur ces serveurs, si j'utilise en permanence moins de 10% du CPU, c'est peut-être que cet équipement est totalement inutile, qui doit être réaffecté et qu'on va pouvoir libérer des ressources. Donc, le même outil avec une vision un petit peu différente, en regardant une facette, la facette autrement, va pouvoir aussi nous amener des informations sur les pratiques numériques responsables et le progrès sur ces pratiques-là. Et bien sûr, les éditeurs ont aussi fourni des outils plus dédiés, plus spécifiques pour le numérique responsable.
Alors, on a repris cette notion de cartographie qu'on utilise, nous, en interne, pour catégoriser un petit peu les outils. Et on a défini 3 grandes catégories d'outils. Des outils orientés infrastructure, et on voit très bien que c'est les couches basses qui sont les plus représentées. Donc, si vos points de mesure sont orientés sur ces sujets-là, eh bien, c'est plutôt dans ces démarches-là que l'on va aller s'inscrire. À l'autre extrémité, on a des outils plus orientés client web, sur lesquels les couches applicatives vont être plus matérialisées. On va récupérer des métriques sur ces éléments-là. Et parfois, on a besoin de plus de détails et d'avoir vraiment des éléments plus techniques et plus précis sur certaines couches intermédiaires. Et là, c'est plutôt des outils de type bande test qui vont nous donner ces éléments. Donc, l'outil universel n'existe pas, mais en fonction de nos besoins et de l'organisation du périmètre que l'on souhaite adresser, on va pouvoir quand même avoir cette vision-là et s'engager sur des mesures qui vont nous donner ces points de repère. Les outils actuels du numérique responsable, on vous propose de les regarder en fonction de leur portée. Est-ce que l'on est plutôt sur la vision des conséquences ou est-ce qu'on est plutôt sur le traitement des causes? Alors, bien sûr, les outils du NR qui vont nous sortir des métriques, vont nous sortir des résultats par rapport à ce que l'on a fait. Donc, on va plutôt avoir une vision des conséquences. Ce qui va nous intéresser pour progresser, c'est d'aller traiter les causes. Certains éditeurs, et c'est une des forces de leurs outils, utilisent aussi ces résultats de conséquences pour nous proposer des recommandations permettant d'améliorer les choses. Mais ces démarches d'amélioration, ces recommandations d'amélioration issues des métriques, elles sont plutôt du domaine de l'expertise. On a intégré de l'expertise dans les outils pour aller chercher ces éléments. Et effectivement, c'est ce domaine d'expertise, si on le généralise un petit peu à l'ensemble des activités IT, on est plutôt dans un domaine de conseil autour du numérique responsable plutôt que vraiment les outils. Quand on va aller chercher des éléments pour avoir une photographie et des données sur les impacts actuels, bien effectivement les outils du NR vont nous donner ces éléments, mais ça va être aussi des audits NR qui vont avoir un scope un peu plus large, qui peuvent aller jusqu'à des ACV, même si le terme ACV peut être un peu lourd par rapport à certaines organisations. Chacun de ces outils va s'appuyer donc sur des référentiels, des sources de données. Le problème aujourd'hui auquel on est confronté, on l'a déjà évoqué rapidement dans les slides précédents, c'est que le domaine scientifique est en cours de construction. On attend tous des sources de données unanimement reconnues, librement accessibles, qui soient partageables par tout le monde et sur lesquelles on puisse s'appuyer. En dehors de ces éléments, eh bien, chacun des éditeurs a son périmètre et son domaine sur lequel il va s'appuyer pour pouvoir donner des informations. Et ce qui fait que, en comparant 2 outils sur le même périmètre, eh bien, parfois, on a des résultats différents. Alors, il ne faut pas rentrer dans cette démarche et dans ce débat qui peut être un peu stérile. L'objectif, c'est vraiment de choisir le périmètre des outils que l'on va utiliser et de les installer dans le temps pour voir effectivement la démarche de progrès, d'amélioration que l'on va déployer. Dernier point pour synthétiser un petit peu ce périmètre de mesure. On a vu qu'il y avait des grands axes à traiter, le parc d'équipement, on va dire le hardware, les services numériques, alors au sens large, on va partir des applications mais aussi des données, et bien sûr les usages.
Et pour chacun de ces éléments, eh bien, on va avoir des leviers d'action qui vont être différents, qui vont être ciblés sur le parc d'équipement. Bien un des enjeux principaux, c'est d'augmenter la durée de vie, de limiter le volume des équipements. Et pour avoir ces points de mesure, eh bien, il y a des outils génériques qui vous permettent d'aller chercher les impacts de vos équipements. La partie service numérique, on va plutôt être sur les démarches d'éco-conception. Et sur la démarche d'usage, bien là, on a déjà des outils dans les IT qui nous donnent ces informations, savoir comment circulent les utilisateurs et quels sont les éléments qui sont utilisés par nos clients. Eh bien, tous les outils d'analyse d'audience, de suivi d'audience, les démarches du UX design vont nous permettre de traiter ces points. Donc, on a à peu près l'ensemble du périmètre qui peut être couvert, pas forcément avec l'outil universel, mais vraiment avec des sujets très déterminants. Et je vais laisser Lucille introduire le dernier point de sondage. Ouais, on vous sollicite une dernière fois donc pour savoir si vous avez déjà déployé, vous, de votre côté, au sein de votre organisation, des outils de mesure. Si oui, quelle typologie d'outils? N'hésitez pas à répondre. Ok. Et on passe à la suite avec Jean-François et une petite interview croisée. Ouais, l'idée là, c'est de vous partager deux retours d'expérience au travers d'organisations qu'on a accompagnées. Donc, une collectivité et un grand compte du secteur immobilier. Donc, on va commencer par la collectivité, dont Arnaud, tu étais le directeur de projet. Donc, c'est une collectivité qu'on a accompagnée pour structurer sa démarche numérique responsable. Et, on l'a aidé à définir, à poser une stratégie. Et dans le cadre de cet accompagnement, on a réalisé une mesure d'empreinte de son IT. Et la première question que j'ai envie de te poser, moi, c'est finalement qu'est-ce que la collectivité attendait de cette démarche de mesure? Écoute, elle attendait essentiellement deux choses et je pense que c'est lié au contexte des collectivités. Aujourd'hui, les collectivités ont, en termes d'organisation et de moyens, délégué une grosse partie de la production de leur services numériques. Et puis globalement, on est dans un contexte budgétaire des collectivités depuis 3-4 ans où il y a une tension budgétaire très forte. Du coup, l'enjeu pour une collectivité de réaliser de la mesure, c'était bien entendu de se mettre en conformité avec la loi Rennes, puisque ça fait partie des obligations qui sont mentionnées dans le cadre de la loi Rennes, mais c'est aussi pouvoir se doter d'une visibilité sur les actions sur lesquelles elle est le plus en maîtrise et sur lesquelles elle est en capacité de pouvoir avoir le plus d'impact. Et c'était ça qui était important dans la démarche de mesure qu'on a initiée assez tôt dans le projet pour pouvoir, dans la construction de la stratégie, être aussi en adhérence avec les capacités ou les capacités de la collectivité à déployer derrière et à mobiliser des ressources pour son plan d'action. Ok. Donc, on a vu qu'on pouvait travailler au niveau de la mesure sur différentes strates. Il y a la partie infra, la partie service numérique, la partie usager. Comment a été finalement défini le périmètre de la mesure qui a été réalisée? Écoute, le périmètre a été réalisé en fonction de la perception et de l'expérience qu'on a sur le fait de se dire que globalement, quand on traite de la mesure sur les équipements, les infra et les data centers, on est quand même là sur le cœur du périmètre où on a le plus d'impact des ressources numériques. Donc, c'est comme ça que le périmètre a été défini très clairement en se disant il faut qu'on puisse estimer là où il y aura le plus d'enjeux à travailler. Et donc, c'est comme ça qu'on a défini. Et puis, derrière, on a, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir à la fois consolider et puis mettre en perspective cette mesure-là avec la suite, parce que pour une mesure, c'était peut-être pas l'objectif. On a beaucoup travaillé aussi à des éléments d'intelligence collective. Donc, ça, c'était intéressant aussi de pouvoir mobiliser cette intelligence-là dans ce processus. D'accord. Et peut-être la dernière question, les résultats qui ont été obtenus, comment est-ce qu'ils ont été intégrés, comment est-ce qu'ils sont venus soutenir la création d'une démarche de la stratégie NR et du plan d'action surtout? Écoute, il a été utilisé à deux niveaux. D'abord dans le diagnostic, comme le disait tout à l'heure Denis,
la préconisation qu'on fait à nos clients, c'est quand même d'aller chercher à caractériser et à évaluer leurs usages numériques. Donc, néanmoins, quand on peut compléter cette analyse des usages par de la mesure, c'est vrai qu'on obtient quand même une vision un peu plus complète. Donc ça, c'était le premier élément de mesure. Après, ça nous a permis surtout dans la construction de la feuille de route de pouvoir travailler à l'identification de scénarios, et de scénarios notamment convergents, et de pouvoir plus facilement identifier dans une seconde phase quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre en même temps, de manière synchrone, et qui sont convergentes en termes de réduction des impacts. Et ça nous a permis vraiment de pouvoir beaucoup mieux allouer et structurer la démarche et la feuille de route de la collectivité. Ok. Merci Arnaud. Et là, je vais me tourner vers Denis. On a accompagné, tu étais partie prenante, Denis, dans la démarche, hein, un grand compte dans le secteur des immobilier, pardon. On les a accompagnés là aussi dans la structuration, et on continue, hein, de leur démarche numérique responsable. Et la question que j'ai envie de te poser, Denis, c'est, on le sait, hein, c'est vrai pour beaucoup d'organisations, et c'est particulièrement vrai pour ce client. Le gros des impacts des émissions de gaz à effet de serre, il est plutôt sur le cœur de métier, hein, sur la promotion immobilière. Qu'est-ce qui a finalement incité cette organisation à se lancer dans une démarche de mesure, sachant que le gros des impacts, il n'est pas sur l'IT, et ça, c'était connu d'avance, on le savait, et pour autant, il y a quand même une démarche de mesure qui est initiée avec ce compte. Alors, la démarche, elle a été initiée d'abord par la RSE, dans un but d'alignement de l'ensemble des activités de cette organisation. Le secteur, le cœur de métier, il y a déjà des plans d'action de réduction d'impact qui sont pris en compte. Et la DSI, et c'est souvent le cas, était un petit peu dans sa tour d'ivoire en disant nous on fait déjà des choses, on a déjà progressé sur nos impacts, donc a priori on pourrait se dédouaner de ce sujet-là. Et là, l'intelligence de l'organisation dans cette démarche a été de dire, eh bien, on va aussi solliciter la DSI pour engager cette démarche de progrès et de réduction d'impact. Et le DSI, le directeur du service, qui était un petit peu frileux au départ, a suivi une fresque du numérique qu'il a complètement embarqué dans le sujet et qui l'a rendu très moteur dans cette démarche de traitement d'impact. Donc, même si je suis un industriel, les impacts du numérique ont un sens, notamment dans une démarche d'équité au sein de toutes les activités de l'entreprise. Ok. Deuxième et dernière question, Denis. Finalement, est-ce que vous avez réussi à articuler dans cette mesure les enjeux à la fois business et d'impact numérique responsable? Est-ce que vous avez réussi à mettre en évidence une convergence finalement entre les enjeux business et les enjeux liés aux impacts numériques responsables? Alors, le point convergence et le mot convergence est vraiment fondamental dans cette démarche-là. L'objectif, c'était d'intégrer progressivement le numérique responsable dans l'activité opérationnelle. Et ça passe notamment par le fait de montrer que les enjeux opérationnels et le numérique responsable vont très souvent dans le même sens, et qu'on a justement ces points de convergence, de pouvoir les mettre en lumière, de pouvoir capitaliser dessus et ainsi étoffer progressivement la démarche numérique responsable en allant chercher des outils et en permettant de le propager. Donc ces indicateurs, ces tableaux de bord de pilotage très business au départ ont vu arriver des premiers indicateurs numériques responsables sur lesquels on a pu installer la démarche et qui vont comme ça se propager et permettre de progresser dans la recherche de cette réduction d'impact. Ok.
Merci Denis. Alors, bon, on est un petit peu en avance, ça laissera la place aux questions-réponses. Alors peut-être en conclusion, pour conclure cette présentation, ce qu'on avait envie de vous dire, vous l'avez compris, pour nous la mesure, c'est pas une finalité en soi, c'est un moyen parmi d'autres qui doit être adapté à un niveau de maturité pour être mis au service d'une stratégie et d'une ambition. Alors, notre conseil, peut-être à ce stade, pour les structures qui souhaiteraient initier une démarche, notre préconisation, une démarche de mesure, c'est de commencer à mesurer l'impact direct de l'infra avec une mesure spot. On a vu qu'il y avait des outils pour ça qui permettent de donner des éléments de repère, et Denis l'a dit, qui sont pas forcément très très coûteuses. Donc, il y a des solutions proposées par des éditeurs qui fonctionnent très bien. Et puis, il y a une solution que nous, on a développée, qu'on met à disposition gratuitement des organisations qu'on accompagne autour de ce sujet de la mesure, qui s'appelle GHG Tools. Alors, le principe, il est simple. Le système, il permet de renseigner l'inventaire des équipements qui sont utilisés dans l'organisation, que ce soit les postes utilisateurs, les serveurs, les équipements mobiles, les imprimantes, les centres de données. Et on va se baser sur tout ça et sur les bases de l'ADEME, de Boavista et d'Energy-Star pour donner une empreinte carbone. Alors aujourd'hui, on s'est limité à l'empreinte carbone et à la consommation d'énergie, mais voilà, dans une prochaine version, on va élargir les critères d'impact pour aller sur la consommation eau et sur la consommation des ressources abiotiques, et en se pluguant sur potentiellement une CMDB pour automatiser la collecte. Donc ça, c'est un outil qu'on met à disposition gratuitement et qui fonctionne plutôt pas mal. Peut-être compléter aussi sur le fait que ces actions de mesure, c'est bien, mais il y a d'autres actions qui peuvent être menées en complément pour soutenir tout ça, et sur lesquelles on peut aussi accompagner les organisations. C'est des actions de sensibilisation, de diagnostic de maturité, Denis en parlait. On peut aussi faire des diagnostics d'opportunités assortis de préconisations pour tendre vers une feuille de route adaptée à l'organisation. Donc ça, je dirais, c'est pour les organisations qui commencent. Après, pour les organisations qui sont plus avancées, on va pouvoir aller plus loin dans l'accompagnement en les aidant à structurer, à formaliser une stratégie numérique responsable et à travailler sur la réduction de l'empreinte de leurs services numériques. Donc c'est la deuxième partie du tableau. Et pour ça, on va les aider à cibler précisément leurs besoins de mesure en cohérence avec leur stratégie, comme on le disait tout à l'heure, et à les accompagner éventuellement dans l'intégration et dans le déploiement d'un outil du marché. Et bien évidemment, en complément de tout ça et en soutien, de réaliser des audits d'éco-conception, sans oublier, et c'est très important, de former les équipes à l'éco-conception. Donc, on a une offre dédiée pour ça qui est relativement complète. Et puis derrière, suivre le déploiement de ces pratiques pour les piloter et les installer dans la durée, parce que c'est ça qu'on va chercher à faire en se fixant des objectifs de progrès qui vont devenir plus ambitieux dans le temps, parce qu'on sait que le saut de Tarzan, ça marche pas, et que c'est vraiment la notion d'amélioration continue qui paye et qui permet d'installer ces changements de pratique dans la culture de l'organisation. Et pour ça, et c'est le dernier point, il y a un levier qui est important, c'est celui de l'intelligence collective, qui est un levier auquel on est très attaché, qu'on a beaucoup utilisé et qu'on contribue à déployer au sein des organisations qu'on accompagne pour accompagner la conduite du changement et en intégrant l'ensemble des parties prenantes. Voilà, j'en ai terminé. Super, on va passer aux questions si vous le voulez bien. Il y a eu des questions intéressantes qui ont été posées pendant le webinaire. Alors la première, c'était: face à une disparité des mesures fournies par Boavista, base empreinte ou les données constructeurs, comment arbitrez-vous? Extrapolez-vous? Comment trouver la bonne mesure? Je ne sais pas qui d'entre vous veut apporter une réponse. Alors, je peux faire un premier point. Effectivement, on a des sources de données qui ont des niveaux d'incertitude parfois très élevés. Quand sur certaines données, on a des facteurs d'incertitude de 60 ou 80%. D'un point de vue scientifique, c'est un petit peu difficile à accepter. Mais c'est l'état de l'art aujourd'hui, donc on est contraint
de faire avec ces sujets. Quand on a des données contradictoires, je vais un petit peu botter en touche en disant, eh bien, c'est plutôt un sujet pour les éditeurs d'outils de mesure. Nous, on n'est pas éditeur d'outils de mesure. On va choisir des éléments par rapport à ce que les éditeurs proposent, par rapport au périmètre sur lequel on veut aller chercher ces éléments de mesure. Et chacun des éditeurs a son propre corpus de données, ces données qu'il juge pertinentes et fiables, mais on sait par ailleurs que derrière, on peut avoir ce genre de disparité et qu'il faut les adresser, les traiter et toujours citer ces sources de données. Ce qui est le cas pour la plupart des éditeurs où on a une visibilité, une connaissance de la source des données qu'ils utilisent. Donc des disparités, oui. Comment on fait avec? Eh bien aujourd'hui, on n'a pas trop de choix parce que le domaine scientifique est en train de se construire. Donc on a des arbitrages et souvent les arbitrages, on les fait aussi en coordination avec les clients pour choisir au cas par cas ce qui est le plus pertinent aussi dans leur contexte. Et peut-être pour compléter, Denis, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que ce qui va être important après, c'est de rester sur la même méthode, le même outil de mesure pour pouvoir vraiment suivre la trajectoire et voir vraiment quels sont les progrès qui sont réalisés. Et ça peut se faire qu'en ayant un outil de mesure, une méthode de mesure qui va être constante dans le temps. On a aussi, donc Denis, tu as déjà apporté un petit élément de réponse, mais peut-être ça mérite d'être évoqué oralement. On a eu un commentaire. J'ai l'impression qu'on parle surtout de Green IT. Comment peut-on rappeler aux personnes frileuses qu'il y a aussi tout le volet social, accessibilité, qui nécessite une mesure? C'est vrai que on aime bien, nous, ne pas oublier cet aspect-là. Donc, si vous souhaitez peut-être apporter plus d'explications que ce que tu as déjà posé dans le chat, Denis, développer. Si personne se lance, je vais bien prendre la suite. Effectivement, numérique responsable, c'est 3 axes. Planète, people, prosperity. Planète, c'est effectivement ce qu'on traite au travers du Green IT et c'est vraiment le sujet quand on parle de mesures d'impact, on est plutôt sur cette dimension planète. La dimension people, on l'a évoqué notamment quand on a insisté assez lourdement sur les besoins utilisateurs, les usages et l'encadrement de tous ces aspects d'usage. Alors ça commence très tôt avec les démarches du UX design qui vont prendre en compte effectivement les aspects sociaux et sociétaux, les aspects d'accessibilité, l'inclusion de tous les publics, le respect de la parité et tout ce qu'on connaît en fait sur ces enjeux autour de la dimension people. La dimension prosperity, juste pour compléter, eh bien c'est tous les liens et les convergences qu'on va pouvoir avoir avec les enjeux opérationnels, que ce soit la sécurité, que ce soit la performance technique, la réduction de dettes techniques, si on parle d'environnement IT, la satisfaction des besoins utilisateurs, la réduction et l'encadrement des budgets. Si on fait moins de choses inutiles, on va passer moins de temps dans les projets. Donc, on a aussi des bénéfices et tous ces points de convergence, en fait, viennent soutenir la démarche Prosperity. Si quelqu'un veut compléter. Non, c'est bon. Non, peut-être juste en complément sur un exemple d'un de nos clients. Aujourd'hui, quand on accompagne les organisations sur des démarches d'éco-conception, souvent on utilise même le terme d'éco-socio-conception pour pouvoir valoriser cette démarche-là. Et aujourd'hui, un des enjeux majeurs dans la question d'une stratégie numérique responsable, c'est sa convergence avec la stratégie globale de l'entreprise. Et on voit aujourd'hui chez certains de nos clients, typiquement, que sur la question de la refonte de certains services numériques, c'est quasiment la dimension people qui va être prévalente et sur laquelle on va avoir le plus d'éléments d'effet de levier à faire pour être en convergence avec leur stratégie business. Je pense notamment à nos clients qui avaient une problématique de conversion de ses clients sur son funnel d'acquisition et où la problématique, finalement, l'élément de réponse était une démarche d'éco-socio-conception avec un gros levier sur la question de l'accessibilité aux services numériques puisqu'on est dans une zone avec des problématiques d'accès
d'accès au réseau mobile et puis sur des problématiques potentielles d'électronisme. Et donc, c'est effectivement le levier People qui a permis de pouvoir, dans une démarche d'éco-socio-conception, dans ce cas-là, de pouvoir avoir des éléments de réponse concrets sur un enjeu business en lien avec cette démarche-là. Merci Arnaud pour ce complément. On a fait le tour des questions. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Vous allez recevoir donc avec le lien du replay des liens en fait vers d'autres ressources qui vous permettront de creuser d'autres angles sur le sujet du numérique responsable parce qu'il y en a beaucoup, notamment donc des séries de podcasts avec des retours d'expérience que je vous invite à écouter. Et vous pouvez aussi accéder au replay des précédents webinaires si vous ne les avez pas vus. Pour les personnes qui sont à Montpellier ou pas loin, n'hésitez pas demain après-midi à vous rendre au quorum où Fabienne Amadori fera une intervention sur une masterclass pour faire de l'impact sa nouvelle boussole. Donc si votre agenda vous le permet, je vous invite à vous y rendre. Et puis merci à tous pour votre présence et puis rendez-vous en 2024 pour de nouveaux événements. À très bientôt. Merci à Au revoir tous. à tous. Au revoir.